À la une de cette édition des formations sur Camus 4, mise en place du Sénat à J-2, c'est le branle-bas dans les états-majors des différentes partis politiques en lice pour cette toute première consultation électorale indirecte de l'histoire politique du Cameroun. Examens officiels, le temps est aux preuves pratiques. Les différentes disciplines et relatives sont pratiquées depuis le milieu de la semaine par les candidats au baccalauréat de l'enseignement secondaire général. Ce vendredi, les établissements de la capitale économique du pays, choisis comme centre de cette étape obligatoire, vibrent aux couleurs des courses de vitesse, endurance, gymnastique et autres lancers de poids. Voilà pour le sommaire. Les détails, à tout de suite. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de rester sur Camus 4. Merci de nous faire confiance. Nous faisons cette édition d'information avec le développement de l'artisanat africain. Le CODEPA opte donc pour des stratégies qui permettront à ces secteurs de contribuer à sa manière à la consolidation de l'économie du continent. Ce choix a été fait ce 12 avril 2013 au cours des travaux de la 6e conférence des ministres des pays membres du comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain, placé sous le haut patronage du chef de l'État camerounais. La cérémonie d'ouverture était présidée par le vice-premier ministre chargé des relations avec les assemblées, Amadou Ali. Cette conférence, il faut le noter, que le Cameroun accueille pour la 3e fois consécutive, n'était autre qu'un cadre de réflexion, de concertation et d'action pour le développement et la coordination des programmes et projets de l'artisanat dans les États africains. Pour le monde, ce 6e rendez-vous continental a constitué des avancées formelles en vue du développement de l'artisanat africain. Tout en louant donc les avancées de cette organisation malgré les difficultés financières, le représentant du chef de l'État, Amadou Ali, a rassuré l'assistance que son pays respectera les engagements pris auprès du CODEPA afin de répondre aux des artisanats. Il faut dire que prenaient également part les membres du gouvernement amenés par le ministre en charge de l'économie et des petites et moyennes entreprises, le professeur Laurent Serge Etoudingwa. Nous invitons d'ailleurs à suivre une attitude du professeur Laurent Serge Etoudingwa. C'est une attitude qui est captée ici par Daniel Atangana. Je voudrais vous dire que les chantiers de l'artisanat sont en stade de finalisation. 6 sont totalement achevés. Les 4 autres sont en voie de finalisation. D'ailleurs, les études pour la construction d'autres nouveaux chantiers à Fumbane et en Balmayo ont été inscrites au budget 2013. Donc, dans les prochaines semaines, une descente va être faite pour l'inauguration et la nomination des personnels qui vont officier dans ces hauts lieux de la culture et de l'artisanat. En janvier dernier, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a signé un décret qui organise le fonctionnement de ces villages. Et les comités de gestion seront juste à constater parce que les gouverneurs de région en sont les présidents. Les délégués du gouvernement en chef-lieu de région sont les vice-présidents et également les administrations qui actent sur le secteur de l'artisanat ont désigné leurs représentants. Dans l'enseignement supérieur, 15 198 897 500 francs CFA, c'est le budget de l'Université de Douala pour le compte de l'année 2013. Il a été présenté et adopté ce 12 avril 2013 au cours de la 30e session du conseil d'administration de l'institution universitaire établi dans la capitale économique du pays. Il est à noter que ce budget connaît une augmentation de 19 927 000 francs CFA par rapport à celui de 2012. Donc, l'année dernière, il est le tout premier budget et programme de l'institution universitaire qui devra donc s'adapter et qui devrait donc se projeter puisqu'il sera axé sur les résultats. Pour en savoir, les travaux présidés par le professeur Théophile Ngando-Pondo, le président du conseil d'administration de l'université de Douala, ont été le lieu pour le recteur d'annoncer la réouverture de la cité universitaire en 2014, la réception des bâtiments de l'Orbessou en cette année 2013, en cette année académique 2013-2014, et surtout la signature d'un partenariat entre l'université et les propriétaires des municipalités privées pour résoudre le problème de logement qui se pose donc avec acuité chez les étudiants. Voici une attitude du professeur Dieudonné Oyono captée par Eric Tichot, sorti de ce conseil d'administration. Aujourd'hui, c'est la gestion axée sur les résultats. Il y a les objectifs, il y a les programmes avec des indicateurs de performance et de résultats. C'est un budget qui a aussi cette particularité que, vous savez, nous sommes dans le DSCE, la stratégie pour la croissance et l'emploi. Il y a une composante enseignement supérieur
Et la traduction que nous en avons faite à l'Université de Douala repose sur 5 piliers. Le premier de ces piliers, c'est l'amélioration de la gouvernance universitaire. Le deuxième pilier, l'amélioration des enseignements à l'Université de Douala. Le troisième pilier, c'est l'amélioration de la recherche. Le quatrième pilier, c'est la professionnalisation des enseignements. Et le cinquième pilier, enfin, l'amélioration des infrastructures. Donc, vous voyez que c'est nouveau, parce que je prends par exemple un pilier comme celui de la gouvernance. Nous disons, voilà, un objectif que nous nous fixons, c'est la rapidité dans le traitement des dossiers. Voici ce dont nous avons besoin pour atteindre cet objectif. Et on met les moyens pour le faire et à la fin de l'année, on évalue. Donc vous voyez que c'est une session du conseil d'administration qui est vraiment particulière aujourd'hui. Comme je le disais, c'est la première fois qu'à l'Université de Douala, on met en œuvre le budget programme. Allons cette fois au niveau des enseignements de l'enseignement secondaire pour dire que le baccalauréat de l'enseignement secondaire général se prépare et il est rendu déjà à la phase des épreuves pratiques. Pour dire que ceux des établissements de la capitale économique du pays choisis comme centre d'examen abritaient donc depuis le milieu de la semaine, et ce jusqu'à ce vendredi donc, les épreuves consacrées au sport. Ici donc, les élèves ont rivalité d'adresse dans la course de vitesse ou l'endurance, en gymnastique ou lancer de poids et au saut en hauteur. Divine Api et Benoît Dormo étaient sur le terrain. Voici le reportage. En tenue de circonstances, c'est avec sérénité que les différents candidats à l'épreuve physique et sportive valident cette étape pratique de l'examen officiel baccalauréat de l'enseignement général. Surtout que ces derniers ont le droit de choisir 3 disciplines sur les 4 proposées. Le candidat est appelé à prendre une des 2 courses, soit la vitesse, soit la course de résistance, une des 2. Et maintenant, il a le choix entre la gymnastique, le lancer de poids et le saut. Oui. C'est des réformes qui viennent depuis la haute hiérarchie. Cet arrêté ministériel met en application les dispositions relatives à l'organisation et à la promotion des activités physico-sportives. Et pour ce qui est du candidat averti, une séance de préparation avant le jour J a été de mise. Pour affronter les épreuves du sport du baccalauréat, je me levais presque tous les samedis pour aller faire du sport au parcours. Moi, je demande à mes amis, c'est de mieux apprendre, parce que ça, ce n'est que le début de l'examen. C'est de mieux apprendre et assimiler bien ces leçons pour mieux affronter le baccalauréat. La décision du Premier ministre n'a pas exclu le cas d'inaptitude partielle ou totale de certains candidats aux examens officiels. Ils font juste l'objet d'un diagnostic de l'autorité compétente et d'une épreuve théorique qui leur est proposée. Dans la cour de quelques centres, aucun cas d'accident n'a été relevé jusqu'ici. Les épreuves physico-sportives se déroulent sous l'œil vigilant des agents de sécurité et de santé en attendant la phase écrite de l'examen du baccalauréat de l'enseignement général prévu le 27 mai prochain. On n'a pas fini de parler des inondations dans la partie septentrionale du pays. Le sujet a fait l'objet d'une conférence organisée par l'Université de Maroua. Cette initiative de l'université locale dans la région de l'extrême nord a permis au public de bien comprendre le phénomène, les causes, les facteurs et surtout d'envisager les solutions pour contrecarrer les conséquences à venir. Célestin Tabouli et Bintou Akoum font le point. Les inondations survenues en 2012 dans les régions du nord et de l'extrême nord ont fait l'objet de 4 exposés présentés au public par d'éminents universitaires. En ouvrant le bal des exposés, le professeur Madi Ali, directeur adjoint de l'Institut supérieur du Sahel, l'ISS, s'est appesanti sur les principales conséquences de ces inondations, le cas de l'extrême nord qui a entraîné de nombreux dégâts. Pour lui, la montée des eaux de 2012 a touché des centaines de populations riveraines et avec de nombreuses séquelles sur la vie des populations victimes. Il ajoute à la suite de son exposé que ces inondations qui ont secoué la région font suite au débordement des eaux venant de l'Adamawa et des régions des monts Mandara.
Le professeur Gongné Bernard, lui, est revenu sur les principales causes de cette catastrophe naturelle. Il ressort de son exposé que les inondations appartiennent à la catégorie des phénomènes classés comme catastrophes naturelles. Il s'agit en effet, pour le définir, de submersion rapide ou lente d'un espace qui peut être provoqué par plusieurs facteurs, mais le plus souvent en zone de plaine par des pluies importantes en durée et en intensité. Le docteur Auguste Ombolo, quant à lui, a édifié le public sur les facteurs conditionnels des inondations dans le Cameroun septentrional et la problématique de gestion des ouvrages hydrauliques. Le cas du bassin du Logone. Le professeur Kolian Dina Taïwe, directeur de l'Institut supérieur du Sahel de Maroua, a insisté sur les modèles de prévision de la gestion des crues. Pour lui, les inondations et les crues ne sont pas une fatalité. Elles font naître la peur et entraînent à la mort des vies humaines et animales. L'homme a le devoir de s'en prémunir dans la mesure de ses possibilités. Et en rappel, cette conférence intervient au moment où des actions urgentes sont en train d'être menées sur la digue de retenue d'eau de Maga et la digue de protection le long du fleuve Logone. Aux bases de cette première partie du journal, on parle sport avec le Cameroun qui gagne 19 précieux points au classement FIFA de ce mois d'avril. De la 79e place au mois de mars dernier, les Lions Indomptables occupent désormais la 60e place dans la cuvée des meilleures nations du football de la planète. Et cette nouvelle position est la conséquence positive et même directe de la bonne prestation du 11 national lors de la 3e journée des éliminatoires en vue de la Coupe du Monde prévue au Brésil en 2014. Apollinaire Zobembon a parcouru ce classement et nous en fait l'économie. La victoire de 2-1 face aux éperviers du Togo au mois de mars dernier aurait pesé de tout son poids sur cette nouvelle position du Cameroun à la bourse des valeurs FIFA. Avec 19 précieuses places de gagnées, la moisson semble grande mais pas assez suffisante pour redonner au pays de Samuel Eto'o-Fils sa notoriété d'antan à l'échiquier mondial. Parmi les pays africains qui sortent du lot de ce classement FIFA rendu public le 11 avril dernier, l'on cite la Côte d'Ivoire, 12e mondial. Le Ghana est 22e. En 26e position, le Mali de Sédou Keïta. Le Nigeria occupe le 31e rang. En mauvaise posture, l'Afrique du Sud, 62e. La Zambie, 41e. Le Togo de Maël Cheyi Adebayor est 72e. Et le Sénégal, 88e. Les trois puissants du monde sont l'Espagne en tête du classement, suivi de l'Allemagne 2e et de l'Argentine de Lionel Messi, classé 3e. Parlons donc des sénatoriales, la page spéciale de ce journal, et ouvrons donc avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui est à se concerter dans la capitale économique du pays. Jean Kuité, le secrétaire général du comité central du parti de la Flamme Ardente, entretient donc les futurs électeurs de la capitale économique du pays. Ceux-ci ont donc été invités au cours de la séance de travail tenue ce jour à voter massivement la liste du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans cette partie du pays. Les opposants ou alors les membres des partis de l'opposition, notamment ceux du SDF, ont été également invités à faire un vote utile. Les détails avec Josué Ngongan et Sadou Mamoudou. Après Banjoun, dans la région de l'Ouest, où le secrétaire général du RDPC a invité les grands électeurs de son parti à choisir la liste du SDF, Jean Kuité a mis le cap sur Douala. Ici, le patron administratif du parti de Paul Biya précise qu'en cette période d'accélération finale, les candidats doivent capitaliser les grands électeurs en vue de la majorité absolue au Sénat, avant de réitérer au président des commissions de campagne la déclaration de Yaoundé, à savoir, je cite, « Ce défi est à notre portée et nous devons le relever », lesquels ne font pas abstraction de leur implication et engagement dans la région côtière pour ce qui est de la conquête de l'électorat. Et l'on peut alors comprendre cette anecdote des détenteurs du pouvoir. Voter pour la liste du RDPC, c'est voter pour soi-même.
Car, poursuivent-ils, plébisciter les vénérables investis dans le littoral, c'est rendre l'ascenseur à un parti qui œuvre sans cesse pour la cohésion sociale, la paix et la stabilité, gage de l'émergence amorcée par la République camerounaise. Il faut dire que cette visite de la très haute hiérarchie du parti de la Flamme Ardente dans la capitale économique intervient au lendemain de la tenue ici des rencontres préparatoires à l'événement. Celle-ci se résume entre autres en la sensibilisation de la principale cible sur le Sénat et son fonctionnement. Des séances récréatives comme ce dîner sénatorial dans le jardin de l'hôtel Le Méridien. Une rencontre fraternelle qui réunissait les grands électeurs et futurs vénérables de toutes les formations politiques représentées dans la deuxième ville du pays. Toujours des sénatoriales dans la région du littoral et singulièrement dans le département du Vaury, les acteurs en charge du déroulement de l'élection dans l'unique bureau de vote et qui est donc logé au collège Alfred Saker ont été outillés à la délégation régionale d'élections Cameroun. Un briefing à l'intention des différents présidents et membres de la commission locale de vote. Formation envisagée pour éviter tout amateurisme dimanche prochain. José Ngongan et Serge Tetka nous en disent plus. C'est la salle des conférences de la cellule d'appui à l'action pédagogique qui a servi de cadre au séminaire de formation des commissions locales de vote dans l'Umfundi. Organisé sous l'égide d'Elections Cameroun, le dit séminaire s'est déroulé simultanément dans les 10 départements que compte la région du centre. L'objectif visé était de renforcer les capacités des principaux acteurs en charge de la gestion des bureaux de vote. Cette démarche fait partie des derniers réglages préélectoraux menés par le Conseil électoral d'Elections Cameroun, représenté par son vice-président. Dans la région, siège des institutions républicaines, la campagne électorale rentre progressivement en gare. Ce vendredi, pendant que le RDPC se déployait en Goumou dans la Meufou et à Konon, le SDF faisait les yeux doux aux grands électeurs dans le Mbamekim. À Elections Cameroun, on rassure que tout le matériel de vote est déjà acheminé dans les antennes départementales qui font office de points de scrutin. Elections Cameroun s'occupe de toutes les tendances, c'est-à-dire mise en place du matériel, mise à disposition des bulletins de vote, des documents et de tout ce qui est nécessaire à l'élection. Mais le 14, l'élection sera conduite, implémentée par les membres de commission. Ce samedi, le décor sera planté dans les 34 bureaux de vote affectés à la région du centre par l'affichage des listes d'électeurs et la mise en place des isoloirs. Là, c'était donc le centre qui se déployait avec Elections Cameroun, qui est allé mettre donc les bouchées doubles pour acheminer son matériel électoral dans les différents départements qui ont été retenus dans le cadre de cette consultation électorale. Et une action similaire a eu lieu dans la capitale économique du pays, et c'était toujours en présence de Serge Tetka. Ici donc, les électeurs étaient là pour apprendre et surtout être à la hauteur de ce qu'ils devraient faire dimanche prochain. Élection sénatoriale dans la partie du Nord. L'optimisme est affiché par le Social Democratic Front dans cette partie du pays. Les candidats aux dites élections réunis autour de la tête de liste Hassana Tiroma ont tenu ce vendredi une réunion restreinte au cours de laquelle l'état des lieux de l'avancement de la campagne de ce parti a été fait. Et au regard du bilan fait, le parti de Nidjan Fronti reste serein quant à l'issue de cette échéance électorale annoncée pour le dimanche 14 avril. Jusqu'à Raman Bonnier Divinapi nous donne les détails. Pour les élections sénatoriales, le Social Democratic Front dans la région du Nord est conduite par Hassana Tiroma. Pendant plus de 2 semaines, ses colistiers et lui sont allés à la rencontre des conseillers municipaux de toute la région avec un seul souhait, solliciter leur voix lors de l'échéance de dimanche prochain. Le SDF ne dispose pas d'un seul conseiller, mais croit à la qualité de sa vision qui s'impose et qui devra rallier vers lui ses conseillers pour la plupart du RDPC. Nous pensons que même les militants du RDPC, n'est-ce pas, et nombreux par ailleurs qui nous ont promis leur voix, nous pensons que ce jour-là, il est vrai, l'homme reste ondoyant, mais néanmoins, nous pensons que le SDF aura son mot à dire dans ces sénatoriales au niveau de la région du Nord. Le SIF, pour avoir une liste dans le Nord, a investi les efforts que n'entend pas banaliser le parti dans cette région. Le SDF est le seul parti qui a fait, n'est-ce pas, qui a consulté sa base avant d'aller aux élections sénatoriales.
Je pense que ça n'a pas été évident pour d'autres formations politiques. Le SIF dans le Nord prend de plus l'ampleur et le nombre de ses militants et sympathisants s'accroît. Gong, Touroua, Garoua, Figuil sont entre autres les localités qui traduisent cette percée qui amène à rêver et se fixer quelques défis. Pour les femmes, on va les aider, surtout nos sœurs qui sont encore dans la phase de départ, qui ne sont même pas parties à l'école. On va faire en sorte que les femmes, surtout les femmes, prennent leur place. Rendu à quelques heures de la fin de la campagne, le parti de Ninjan Frundi dans le Nord, à défaut de se frotter les mains pour une éventuelle victoire, est sûr d'un bon score qui va lui conforter un positionnement pour les municipales et législatives prochaines. Restons dans le cadre de cette sénatoriale avec une mission du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui est dans la région de l'extrême nord afin d'apprécier l'état d'avancement de sa campagne dans cette partie du pays. Après un compte rendu sur l'évolution de l'opération présentée par le coordonnateur de la commission régionale de la campagne pour le compte du parti de la Flamme Ardente, le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Guédibré, le chef de délégation du comité central dans cette partie du pays, le professeur Benezon Djomwele, a pour sa part réitéré la vigilance, le sens de responsabilité aux camarades le jour du scrutin. Selon lui, le parti politique, en compétition avec le RDPC dans la région de l'extrême nord, n'ayant que 53 conseillers municipaux, ne pourra certainement compter que sur des erreurs, de la désinvolture de quelques-uns. À cet effet, le président de l'Assemblée nationale a recommandé aux militants de mettre en pratique toutes les consignes du parti, afin d'éviter, au cas échéant, la disqualification ou alors l'invalidation de leur victoire, qui ne fait l'objet d'aucun doute dans cette partie du pays. Pour être tout à fait complet sur l'actualité liée au sénatorial, c'est une information qui nous parvient à l'instant. Il n'y aura donc pas de restriction des activités ni de circulation des personnes et de leurs biens le jour du vote, c'est-à-dire dimanche prochain. C'est une décision qui vient d'être rendue publique par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi. C'est dire que le mouvement des populations et des biens sera plutôt libre le dimanche 14 avril, jour même du scrutin sénatorial au Cameroun. À l'étranger, dans cette édition d'information, on parle de la Corée et puis en visite en Corée du Sud. John Kerry met en garde Pyongyang qui menace le Japon. Famille, le Sénat adopte le projet de loi sur le mariage homosexuel cette enfance, lequel projet de loi devrait donc retourner à l'Assemblée nationale mercredi. Et puis dans le secteur de la santé, le Mediator devrait causer 1300 à 1800 décès à long terme en France, selon un rapport des experts. La mouture de l'actualité internationale, c'est avec l'AFP. Ce serait une énorme erreur. En visite en Corée du Sud, le secrétaire d'État américain John Kerry met en garde la Corée du Nord contre la tentation d'un tir de missile. Un tir qui isolerait encore plus le pays sur la scène internationale, selon John Kerry. Il a appelé la Chine à faire jouer son influence sur Pyongyang avant de se rendre à Pékin samedi. Un nouvel obstacle franchi sur le chemin du mariage pour les couples homosexuels. Le Sénat a voté le texte sur le mariage pour tous, assez facilement malgré des débats qui avaient été musclés. Christiane Taubira a dit son émotion de voir le projet franchir une nouvelle étape. Il retournera à l'Assemblée dès mercredi pour une deuxième lecture. Frigide Barjot, quant à elle, appelle à une nouvelle mobilisation nationale le 26 mai. 1300 à 1800, c'est le nombre de décès qui pourraient être imputés sur le long terme au Mediator, selon un rapport d'experts. Ces auteurs accusent les laboratoires Servier d'avoir dissimulé les propriétés coupe-fin du médicament. Les éleveurs dans la rue à l'appel de la FNSEA. Ils se disent étouffés par leurs charges et dénoncent la guerre des prix menée par les enseignes de la grande distribution. Le gouvernement assure tout faire pour aboutir à une augmentation du prix payé aux producteurs. Bayern Munich, Barcelone et Borussia Dortmund, Real Madrid. C'est le résultat du tirage au sort des demi-finales de la Ligue des Champions. Pas de classico Real-Barça donc, mais un match Bayern-Barça qui aura déjà des airs de finale. Les demi-finales auront lieu à l'aller les 23 et 24 avril en Allemagne et au retour les 30 avril et 1er mai en Espagne. Fin de cette édition d'information, c'était donc la dernière livraison de la semaine et au nom de toute l'équipe technique et de la réalisation, nous vous souhaitons de passer des bons moments en compagnie de nos programmes et surtout un bon week-end. Lundi sera une nouvelle édition, une nouvelle semaine. Bonsoir.